La mafia italienne aux États-Unis figure parmi les organisations criminelles les plus emblématiques au monde. Des dizaines de films ont été réalisés et des centaines de livres écrits à son sujet, mais il existe seulement quelques œuvres qui décrivent les débuts de ce qui deviendra plus tard la Cosa Nostra. En grande partie, la raison pour laquelle les choses étaient ainsi est le manque d'informations suffisantes et fiables sur cette période. Ainsi, l'histoire de l'arrivée de la mafia en Amérique, écrite dans un contexte d'absence d'informations et relayée par les médias comme une vérité unique, est en réalité plus un mythe qu'un reflet fidèle des faits. Mais heureusement pour nous, les chercheurs disposent désormais de suffisamment d'informations sur les circonstances de l'époque pour reconstituer une histoire plus précise de cette période. Donc, si vous souhaitez découvrir la véritable histoire des débuts de la Cosa Nostra aux États-Unis, prenez place et installez-vous confortablement. La Cosa Nostra. Honore ce serment. Si tu révèles le moindre secret de cette famille, ton âme brûlera comme ce saint. Tu ne lèveras jamais la main sur un affranchi. Si tu te fais prendre avec la femme d'un affranchi, tu seras tué. On déconne pas avec les bombes. On met jamais en danger les civils. L'usage de la drogue est interdit. Et pour finir, le plus important, on n'aime pas les balances. On tue les balances. Si t'es interrogé par la police, tu leur dis d'aller se faire foutre là où je pense. C'est une renaissance. Ceci est ton baptême. Et nous sommes ta famille. Avant de commencer, j'aimerais clarifier brièvement l'approche la plus couramment acceptée pour retracer les origines de la Cosa Nostra, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet. Cela leur permettra de mieux comprendre pourquoi je propose une version alternative que je juge plus précise et fiable. En résumé, on pensait jusque récemment qu'avant 1931, la mafia aux États-Unis était composée de gangs peu organisés, qui se disputaient sans cesse pour imposer leur chef comme dirigeant principal. De plus, on affirmait que les mafieux de la vieille école, arrivés en Amérique à un âge mûr, les soi-disant moustaches-pètes, étaient totalement opposés à l'idée de travailler, non seulement avec des personnes d'une autre nationalité, mais même avec des non-siciliens. Cependant, les mafieux de la nouvelle école n'étaient pas d'accord avec cette approche. Ils étaient soit nés aux États-Unis, soit y étaient arrivés très jeunes. Ayant grandi là-bas, ils ne voulaient pas limiter leurs affaires illégales en travaillant exclusivement avec leurs compatriotes, voyant une perspective de coopération interethnique pour des bénéfices plus importants. Cela a finalement déclenché une lutte entre les anciennes et nouvelles générations. Ceci a culminé lorsque Charles Lucky Luciano a habilement exploité les complots entre deux leaders. Et en un temps record, il a éliminé tous les parrains, faisant chuter des dizaines de mafieux de l'ancienne école à travers le pays. Il a ensuite convaincu les autres de renoncer au titre de chef suprême et a mis en place une commission où les décisions seraient prises par vote. Vous devez admettre que tout cela ressemble davantage à un scénario de film qu'à une histoire réelle. Tout est noir et blanc, les méchants, les anciens et les assoiffés de sang, freinant le groupe à cause de leur soif de pouvoir et de leur conformisme. Ensuite, quelque chose de nouveau apparaît, qui n'a pas besoin de pouvoir, mais souhaite seulement le bien commun, à travers le développement et la perspective. Ce mouvement parvient à rallier le groupe, qui se dirige alors uni vers un avenir prometteur, où chacun peut prospérer en surmontant ensemble les défis qui se présentent. En réalité, cependant, tout n'était pas aussi simple et clair. En fin de compte, les anciens et les nouveaux n'étaient pas si différents et coexistaient tranquillement avant et après 1931. L'histoire de la Cosa Nostra comporte plus de nuances que le simple noir et blanc, et les causes ainsi que l'ampleur des changements diffèrent de ce que beaucoup prétendent encore. La première mention crédible de la mafia américaine remonte à la famille Matranga de la Nouvelle-Orléans et date des années 1870 et 1880. Bien que cette histoire soit censée les concerner aujourd'hui, la Nouvelle-Orléans n'a jamais été un lieu central pour l'histoire de la Cosa Nostra. Tous les événements importants de cette époque se sont déroulés à New York, où vivaient les chefs des chefs. C'est là que la guerre de la Castellamarese a eu lieu, influençant de différentes manières toutes les autres villes, car c'est à New York que se trouvait la plus grande diaspora italienne, avec 5 familles mafieuses. Tout ce qui se passait à New York à l'époque influençait la mafia dans tout le pays. C'est pourquoi notre histoire ne commence pas à la Nouvelle-Orléans, mais dans la Grosse Pomme.
L'histoire de la mafia new-yorkaise trouve son origine avec Giuseppe Morello, le premier chef connu de tous les chefs de la Cosa Nostra. Bien que cette personnalité soit essentielle à l'histoire du tournant du 19e au 20e siècle, son parcours constituera la base de la première partie de notre récit. Bien que cette figure soit centrale pour le récit de la fin du 19e et début 20e siècle, il est aussi important de mentionner des références antérieures à la présence de la mafia à New York. Au total, ces exemples ne constituent pas une preuve absolue et ne doivent pas être considérés comme la vérité ultime. Cependant, le fait que les preuves de l'existence de la mafia à New York remontent à plusieurs décennies avant ce qui est généralement accepté, indique que l'histoire de cette organisation pourrait avoir des racines beaucoup plus profondes que ce que nous savons. La première mention de la mafia américaine remonte aux années 1860 et se rapporte à un homme nommé Michael Chiaramonte. Selon divers rapports, il était lié à la mafia en Sicile avant de déménager en Amérique, où il s'est engagé dans le trafic de faux billets. Selon des recherches, Chiaramonte serait peut-être le premier chef mafieux à New York. Puis, 19 ans plus tard, la presse locale a publié une série d'articles sur l'immigrant Rosario Mele et ses 3 subordonnés, membres d'une organisation secrète appelée la mafia. Les journalistes désignaient Mele comme le leader de cette organisation. 9 ans plus tard à New York, un homme assassiné nommé Antonio Flacomio s'est révélé être un informateur de la police, qui avait réussi à informer le détective Thomas Byrne sur une association criminelle secrète d'Italiens. Se désignant lui-même comme membre, il était associé à Chiaramonte aux côtés des frères Carlo et Vincenzo Quattorero, ainsi que des frères Carmelo et Raymond Faracci. De plus, l'enquête sur cette affaire a amené les autorités à considérer que le bandit sicilien Giuseppe Esposito pourrait également être un des premiers fondateurs potentiels de la mafia new-yorkaise. Le meurtre de Flacomio, selon leur version, aurait été une vengeance pour sa trahison envers Esposito. Ce meurtre nous conduit à un homme du nom de Candelaro Battini, impliqué dans 2 affaires distinctes. D'un côté, il semble avoir participé au complot contre Flacomio, et de l'autre, il a été reconnu coupable de contrefaçon en 1896. L'enquête a révélé 2 versions. Selon l'une, Battini était le chef de la mafia locale, tandis que selon l'autre, il n'agissait que comme exécuteur pour Nicola Taranto, le véritable patron. Comme vous pouvez le constater d'après ce qui a été dit précédemment, des références à la mafia apparaissent à New York dès le milieu du 19e siècle, et toutes les personnes connues comme membres potentiels de cette organisation criminelle étaient liées entre elles. Néanmoins, à ce stade, ces théories ne peuvent pas être considérées comme des faits établis, car les preuves disponibles sont trop insuffisantes. Cependant, je recommande vivement de les garder à l'esprit comme un scénario alternatif des événements. Nous prendrons Giuseppe Morello comme le fondateur confirmé de la mafia new-yorkaise dans notre histoire, et c'est de lui que nous allons maintenant parler. La vie et l'œuvre de Morello ne constituent pas seulement l'histoire d'un homme. En réalité, tout ce que nous savons sur la vie et les actions de la mafia durant la période de 1890 à 1910 est profondément ancré dans son existence. Et Giuseppe lui-même était une figure clé dans la formation de la mafia new-yorkaise de ces années-là. Par conséquent, ce qui suit n'est pas une biographie d'une personne en particulier, mais plutôt un aperçu des origines de la Cosa Nostra et de la manière dont les premiers mafieux américains vivaient et agissaient. Giuseppe Morello est né en 1867 en Sicile, dans la ville de Corleone. Le père de Giuseppe Colagiero est mort avant qu'il n'atteigne l'âge de 10 ans. Cette perte a poussé sa mère Angela Piazza à épouser un nouvel homme, Bernardo Terranova, afin d'assurer le soutien financier de ses enfants. Ce beau-père était l'un des premiers membres de l'organisation criminelle de Corleone, connu sous le nom de Fratuzzi, tout comme l'oncle de Morello, Giuseppe Battaglia. Il n'est donc pas surprenant que, en grandissant, Giuseppe ait suivi le même chemin. En Sicile, Morello a eu le temps de se faire remarquer en assassinant Giovanni Vella, un chef des gardes de champ pour lequel il n'a subi aucune punition, ainsi qu'en dirigeant un groupe de faussaires, ce qui lui a valu une peine de 6 ans de prison. Giuseppe avait eu vent de son arrestation imminente et quitta donc la Sicile en 1893 pour s'installer à New York. Rapidement, il serait rejoint par le reste de ses proches, avec lesquels il s'installerait dans le quartier en pleine émergence de Little Italy. Ce déménagement forcé coïncidait avec l'une des pires crises de l'économie américaine.
des milliers d'entreprises à travers le pays déclaraient faillite, et le taux de chômage à New York atteignait 25% à la fin de l'année. La famille Morello Terranova, composée de 4 adultes et de 7 enfants, vivait dans une grande pauvreté. Au début, les hommes avaient quelques emplois faiblement rémunérés, ce qui, combiné à la vente de certains effets personnels, leur permettait tant bien que mal de payer leur loyer et d'acheter de la nourriture. Mais à la fin de l'année, la situation à New York était devenue si critique que Giuseppe partit pour la Louisiane, où il pouvait trouver du travail dans les fermes. Il travailla d'abord comme vendeur de fruits ambulants, puis trouva un emploi dans les champs de canne, permettant au reste de sa famille de le rejoindre et de gagner leur vie en cultivant la canne à sucre. Vous pourriez vous demander pourquoi le duo mafieux formé par Morello et son beau-père s'est épuisé dans des emplois ordinaires, sans pour autant retourner à leurs anciennes activités criminelles dès leur arrivée. La raison en est simple. Giuseppe avait une condamnation en suspens en Sicile, et pendant 3 ans, il ne pouvait pas attirer l'attention des autorités américaines. En vertu des lois de l'époque, les immigrants qui vivaient aux États-Unis depuis plus de 3 ans étaient protégés contre l'expulsion. C'est pourquoi Morello devait se faire discret pendant 3 ans, en donnant l'apparence d'un bon citoyen afin de ne pas être expulsé vers l'Italie, où il serait immédiatement emprisonné pour 6 ans. Lui et sa famille ont donc travaillé durement dans les champs de Louisiane, puis dans ceux du Texas, jusqu'à la fin de 1896. Au début de 1897, Giuseppe est retourné à New York. À ce moment-là, la crise était passée et la communauté italienne avait plus que triplé. Comparé à 1893, le quartier de Little Italy connaissait un véritable essor, ce qui offrait une opportunité aux personnes comme lui de s'engager dans des activités criminelles. Cependant, les premières entreprises connues de Giuseppe qu'il ouvrit après son retour étaient tout à fait légales. Avec son beau-père, il se lança dans le plâtrage, et il possédait également un petit entrepôt de charbon, un bar et une usine de dattes. D'où il a pu trouver l'argent pour les ouvrir reste une question de spéculation. En revanche, il est évident qu'il n'avait pas reçu de formation en gestion d'entreprise, car tous ses nouveaux projets, à l'exception de celui avec son beau-père, ont échoué. En 1898, Morello revint à la contrefaçon. C'est également à cette époque qu'il obtint le titre de chef de sa propre famille mafieuse. Il est important de noter que les familles, même à cette époque, n'étaient pas créées simplement parce que quelqu'un le souhaitait. Il dut obtenir une permission pour cela, mais il est impossible de dire avec certitude d'où elle provenait. Cela aurait pu être de la Nouvelle-Orléans, où la mafia avait ses racines les plus profondes, ou bien de la Sicile, terre d'origine de la société secrète. Enfin, il est également possible que cela vienne de New York, en tenant compte des hypothèses sur la naissance de la mafia dont nous avons parlé plus tôt. Il se peut aussi qu'il ait pris la tête d'une famille déjà existante. Quoi qu'il en soit, 1 an après son retour à New York, Giuseppe devint chef mafieux et reprit ses activités clandestines. Il n'était pas surprenant qu'il ait choisi la contrefaçon. Premièrement, il avait déjà pratiqué cette activité en Sicile, et deuxièmement, de nombreux autres Siciliens à New York faisaient la même chose. Il ne devait donc pas manquer de personnel. Morello forma un groupe d'Italiens de confiance qui s'occupait directement de la fabrication des faux billets. Et il engagea de petits gangsters irlandais pour les distribuer par l'intermédiaire de ces hommes. La documentation était impeccable. Seuls ses propres hommes connaissaient le lieu de production, et ce sont les Irlandais qui prenaient réellement les risques. De plus, Giuseppe ne distribuait jamais lui-même les faux billets, confiant cette tâche à un de ses hommes nommé Calogero Maggiore. Comme un véritable patron, Morello restait en retrait et observait son opération fonctionner, lui rapportant de bons dividendes. Son gang fabriquait des faux billets de 5 $ qu'ils écoulaient auprès des Irlandais pour 2 $ l'unité. À cette époque, un travailleur gagnait 2 $ par jour. Bien que la production de Morello ne fût pas très importante, ils imprimaient environ 200 billets par mois, rapportant environ 400 $, l'équivalent de 10 mois de salaire d'un ouvrier ordinaire. L'entreprise soutint Morello fidèlement pendant 2 ans, avant d'être démantelée par les services secrets, alors directement chargés de la lutte contre la contrefaçon. Les autorités parvinrent à incarcérer les distributeurs irlandais ainsi que Maggiore, qui leur fournissaient les billets frauduleux, mais elles ne réussirent pas à établir la culpabilité de Morello. Cependant, cela ne signifiait pas que Giuseppe renonça immédiatement à cette méthode de gain. Par précaution, il envoya la presse d'impression et les modèles vierges en Sicile, y relançant la production. Les faux billets imprimés en Italie étaient ensuite expédiés aux États-Unis par l'intermédiaire de l'entreprise d'un autre mafieux nommé Ignazio Lupo, qui possédait une société de vente de produits alimentaires.
L'argent était dissimulé dans des pots d'huile d'olive, et à leur arrivée, il n'était plus distribué par les Irlandais, mais par d'autres Siciliens présents dans tout le pays. À cette époque, Morello, en tant que nouveau boss, avait établi des liens avec des mafieux dans d'autres villes américaines, et en tirait pleinement parti pour collaborer. Naturellement, les moyens de gagner de l'argent de la jeune famille mafieuse ne se limitaient pas à la fabrication de faux billets. Ils étaient également impliqués dans le racket de protection, exigeant de l'argent de leurs compatriotes commerçants pour garantir le bon déroulement de leurs affaires. Considérant que l'extorsion de type main noire était courante à l'époque, cette activité ne présentait pas de grandes difficultés et ne nécessitait pas toujours l'emploi de la force. Contrairement à la main noire, les mafieux demandaient un paiement moindre, mais sur une base permanente. Pour ceux qui ne le savent pas, la main noire était un type courant d'extorsion parmi les immigrants italiens de l'époque, dans lequel les bandits envoyaient à leurs victimes une lettre avec une main noire dessinée, exigeant une somme d'argent. Et si le paiement n'était pas reçu, la victime risquait d'être tuée. Dans les premières études des communautés criminelles italiennes, la main noire fut souvent confondue avec la mafia, voire assimilée à celle-ci, ce qui est fondamentalement erroné. La main noire désigne un type d'extorsion, et non une société criminelle. Ce n'étaient pas seulement des mafieux qui y participaient. En réalité, la plupart du temps, il s'agissait de personnes sans aucun lien avec la mafia. En effet, l'organisation criminelle sicilienne était encore trop petite, tandis que les crimes attribués à la main noire se comptaient par centaines, voire par milliers, chaque année. En dépit de cela, les hommes d'honneur, ou plutôt les mafieux, n'hésitaient pas à tirer parti de la mauvaise réputation des extorsionnistes de la main noire. En effet, ils allaient même jusqu'à perfectionner cette méthode. Les mafieux pouvaient rédiger une lettre de menace, puis se proposer pour résoudre le problème eux-mêmes, ce qui liait la victime à eux pour de bon. Par exemple, Morello mit en œuvre ce stratagème avec un médecin nommé Salvatore Romano, qui, après cette aide soi-disant gratuite, se retrouva obligé de soigner gratuitement tous les nombreux proches de Morello. Face à cette situation, le docteur finit par quitter New York pour ne pas être totalement ruiné. En plus de l'extorsion et du racket, la famille Morello était également impliquée dans le jeu et la création de plusieurs trusts contrôlant certaines parts du secteur économique. Son demi-frère, Vincenzo Terranova, dirigeait l'entreprise qui contrôlait l'approvisionnement en glace, un produit essentiel à l'époque, avant l'invention des réfrigérateurs. L'autre frère, Giro, monopolisait tout le marché des artichauts, ce qui lui valut le surnom de roi des artichauts. Cependant, malgré ses réalisations, la famille était loin d'atteindre le pouvoir des générations futures de mafiosi. Toutes leurs activités étaient concentrées exclusivement dans les quartiers italiens de New York. Lorsque je dis que certains d'entre eux contrôlaient quelque chose, volaient quelqu'un ou prenaient quelque chose, je fais référence uniquement aux quartiers italiens. Au cours de la première décennie du XXe siècle, New York était littéralement saturé de diverses bandes de criminels, comptant jusqu'à 1000 membres pour certaines. La plupart d'entre elles, bien sûr, n'avaient pas de structure ni de hiérarchie stricte, ce qui a entraîné la dissolution de presque toutes ces bandes d'ici le milieu des années 1910. À cette époque, elles constituaient cependant une force sérieuse, soutenue par l'organisation politique de Tamagnole, ce qui laissait aux premiers mafieux simplement la tâche de terroriser leurs compatriotes dans le quartier de Little Italy. De plus, la composition des familles de l'époque n'excédait pas une vingtaine ou une trentaine de membres, ce qui constituait un autre facteur expliquant leur discrétion à l'extérieur de la diaspora italienne. Cependant, leur faible nombre n'était pas seulement une faiblesse, mais aussi une force. La majeure partie de la famille Morello venait de Corleone, et beaucoup de ses membres étaient liés par le sang. Ces liens familiaux permettaient à chacun de compter sur l'autre, rendant extrêmement difficile pour les autorités de les contraindre à témoigner. En outre, pour minimiser davantage le risque de trahison, Morello imposa une discipline stricte au sein de son organisation, punissant sévèrement la moindre infraction susceptible d'exposer le groupe aux autorités. Parmi les exemples marquants de cette discipline rigoureuse, on trouve l'exécution de Giuseppe Catania, tué pour avoir divulgué sous l'emprise de l'alcool des informations sur les activités de Morello. On peut également mentionner le meurtre de Tommaso Petto, alias Petto le Bœuf, qui avait pris une montre à $1 sur le corps de Benedetto Madonia. Cet acte néglige de Petto aurait pu aider la police dans son enquête. Essentiellement, si les autorités avaient réussi en 1903 à prouver l'implication de Giuseppe dans la mort de Madonia, cela aurait pu conduire non seulement à une peine de prison, mais potentiellement à la peine de mort, tant ce crime avait suscité un fort émoi public.
Ce climat de tension et de répression intense au sein de l'organisation reflète la précarité de la situation de Morello. Malgré la croissance du réseau criminel, la menace constante de délation et d'intervention des autorités obligeait la famille Morello à des mesures drastiques pour se protéger. Le meurtre de Benedetto Madonia, retrouvé la gorge tranchée dans un tonneau au milieu de la rue, avait choqué même la ville de New York, pourtant habituée aux actes de violence. Cet acte était un message de Morello. Toute personne osant contester son autorité ferait face aux conséquences les plus brutales. Madonia n'avait demandé qu'une chose: récupérer l'argent qu'il avait confié à Morello pour soutenir son parent Giuseppe Di Primo qui était en procès. Lorsque Di Primo fut emprisonné, Madonia estima que l'argent devait lui être restitué. Giuseppe, je n'ai jamais voulu te défier, tu le sais très bien. Cet argent, je te l'avais confié pour aider Di Primo. Mais maintenant qu'il est derrière les barreaux, il n'y a plus de défense à financer. Ce pognon, il a déjà bossé pour la famille. C'est pas juste un tas de fric à rembourser, c'est un putain d'investissement dans notre réputation. Di Primo est peut-être en tôle, mais la loyauté et l'honneur de la famille, ça reste intact, bordel! Mais, Giuseppe, c'est même pas une histoire de loyauté, c'est juste une question de justice, tu vois. Cet argent, il était censé protéger notre famille, pas se perdre dans d'autres trucs comme ça. Pour toi, c'est peut-être juste une histoire de récupérer le pognon. Mais pour moi, chaque putain de décision, c'est pour asseoir notre pouvoir. Si Di Primo est en tôle, faut qu'on s'assure de pas se faire baiser et perdre encore plus. Je peux plus là. J'ai tout supporté jusqu'ici. Mais là tu touches à ma famille. Moi qui ai donné ma sueur, mon sang, mes larmes. Par pitié, Giuseppe, me force pas à aller voir les flics. Tu sais que je veux pas en arriver là. Fais gaffe. Si tu continues à pousser, ça va devenir une putain d'embrouille. Et tu sais où ça finit. Pas besoin de te faire un dessin. Morello refusa, et face aux menaces de Madonia d'aller voir la police, il choisit l'exécution brutale. Cette exécution violente ne servait pas seulement à renforcer la discipline au sein du groupe de Morello. Elle consolidait aussi sa réputation au sein de la mafia américaine. Par ses actions, Morello montrait qu'il était non seulement capable de contrôler ses propres hommes, mais aussi de maintenir un ordre strict et sans pitié. Entre 1903 et 1910, l'intelligence et la cruauté de Giuseppe lui ont valu le titre de Capo di tutti i capi, ou chef de tous les chefs. Ce titre est souvent attribué au rôle d'un empereur de la mafia, qui règne sur les autres chefs comme sur des vassaux. Cependant, cela n'est pas tout à fait exact. Ce titre représentait plutôt un juge qui tranchait les différends entre mafieux. Pour faire un parallèle assez grossier, le chef de tous les chefs faisait ce que la commission ferait après 1931, avec cependant une différence majeure. À cette époque, deux autres organes contrôlaient les affaires, l'Assemblée générale et le Conseil. L'Assemblée générale, analogue aux futurs congrès nationaux de la mafia, avait le pouvoir de prononcer des sentences de mort contre des mafieux de haut rang et d'élire le nouveau boss des boss. Le Conseil, en revanche, rassemblait un nombre restreint de membres et gérait les conflits mineurs, tandis que le boss des boss traitait des questions de moindre importance. Ainsi, dès ses débuts en Amérique, la mafia possédait déjà un système de résolution démocratique des conflits, et la commission de 1931 n'était pas une innovation radicale, mais plutôt une version légèrement modernisée d'un modèle déjà bien établi. Bien que Morello ne fût pas en réalité le chef suprême de la mafia tel qu'il est parfois décrit, il occupait pourtant une position dominante à New York. Son pouvoir dans la mafia locale était presque inconditionnel, ce qui lui permettait d'augmenter ses revenus chaque année. Le chef des services secrets, William Flynn, estima qu'entre 1903 et 1907, le gang de Morello avait gagné environ 200 000 $ grâce à ses activités, soit l'équivalent de 5,5 millions de dollars aujourd'hui. Une grande partie de cet argent provenait d'une entreprise appelée la coopérative d'Ignaz Florio. Cette société, fondée à la fin de 1902, était spécialisée dans la construction d'immeubles résidentiels. Morello et ses partenaires ont attiré des centaines d'investisseurs, allant des Italiens ordinaires aux Américains natifs fortunés. Même des mafieux de haut rang à travers le pays ont investi dans l'entreprise. Et au début, tout se déroulait parfaitement. Les maisons se construisaient, les actions montaient et les investisseurs étaient satisfaits. Puis, survint la crise de 1907, aussi grave que celle de 1893. Et la coopérative d'Ignaz Florio a pris fin. Les prix des terrains et des maisons ont chuté, entraînant la valeur des actions de la société avec eux. Morello parvint d'une manière ou d'une autre à ignorer les poursuites des citoyens respectueux des lois.
Mais les demandes de ses collègues mafieux? Non. Malgré son titre de chef de tous les chefs, il risquait réellement la condamnation à mort. Il devait réunir l'argent au plus vite, et Giuseppe décida que le meilleur moyen d'y parvenir était de l'imprimer lui-même. Et puisque l'atelier de contrefaçon en Sicile ne lui était, pour une raison ou une autre, plus accessible, il devait en établir un nouveau aux États-Unis. Pris au dépourvu, Morello se hâta de lancer une installation de production, mais cette précipitation entraîna une erreur cruciale qui lui coûta sa liberté. Pour l'opération de contrefaçon, il fit alors appel à un intervenant extérieur. Le faussaire, Antonio Comito, alias le Mouton, fut impliqué dans cette entreprise de manière frauduleuse, et lorsque le travail fut achevé en 1909, il ne fut pas éliminé en tant que témoin gênant. À l'automne de cette même année, les services secrets se rapprochèrent de Morello et l'arrêtèrent avec ses potentiels complices. La situation était telle que, sans aveu de la part de l'un des impliqués, Morello aurait pu encore échapper à la justice. Mais l'arrestation d'Antonio Comito quelques mois plus tard a fait pencher la balance en faveur des autorités. Le témoignage de Comito qu'il a livré lors de son procès a convaincu le jury de rendre un verdict. Morello, connaissant les peines précédemment prononcées dans des affaires similaires, espérait purger une peine de 3 à 5 ans de prison. Mais, lorsque le juge prononça la sentence de 25 ans, il s'évanouit directement dans le box des accusés. En plus de Giuseppe, 7 autres personnes ont été condamnées dans cette affaire. 6 d'entre elles ont écopé de peines allant de 15 à 20 ans, et le plus proche associé de Morello, Ignacio Lupo, a reçu la peine la plus longue, soit 30 ans de prison. Une peine aussi lourde pour Giuseppe Morello ne signifiait qu'une chose. La famille mafieuse la plus puissante venait d'être décapitée. Mais, comme dans le conte russe du serpent Berenice, lorsqu'une tête est coupée, 2 autres apparaissent aussitôt. La même chose s'est produite ici. Les familles mafieuses qui jusqu'alors étaient restées dans l'ombre commencèrent immédiatement à émerger à la lumière et engagèrent une lutte impitoyable pour leur place au soleil. Après que Giuseppe Morello ait été emprisonné pour un quart de siècle, la mafia new-yorkaise a connu les heures les plus sombres et les plus sanglantes de son existence. Des guerres de clans interminables éclatèrent, et les têtes des chefs tombèrent plus vite que des boules de bowling. Mais avant de nous plonger dans ces événements, je vous invite d'abord à découvrir les personnages principaux du récit. Cela nous évitera de devoir préciser leur identité à chaque mention. Ensuite, nous verrons la formation des premières familles mafieuses, un élément essentiel pour comprendre la suite de l'histoire. Les 5 familles de New York ont été créées par des groupes d'Italiens originaires de 3 régions de Sicile: Palerme, Corleone et Castellammare del Golfo. En conséquence, elles seront désignées sous les noms de clan Palamantani, clan Corleonesi et clan Castellammare. Le premier groupe était probablement le plus grand de New York. Cela s'explique par le fait que Palerme et ses environs étaient tout simplement plus vastes que les autres régions. Par conséquent, bien plus de mafieux provenant de cette région débarquaient sur les côtes du monde new-yorkais. La première mention du clan criminel Palamantani date de 1896, avec les personnalités déjà évoquées de Candela Robatini et Nicola Taranto. Apparemment, l'un d'eux fut l'un des premiers chefs de cette famille mafieuse. Comme dit précédemment, ces criminels furent incarcérés en 1896 pour contrefaçon, ce qui mit un coup d'arrêt temporaire à la gestion de ce clan. Ce n'est qu'en 1902 qu'ils refirent surface, désormais liés au nom d'Ignazio Lupo. Pendant longtemps, Lupo fut considéré seulement comme le bras droit de Giuseppe Morello. Cependant, les informations récentes laissent penser qu'en 1902, il était probablement à la tête des Palermitains. De nombreux indices viennent renforcer cette hypothèse. L'un des premiers éléments à considérer est une lettre écrite par Francesco Matesi, un membre influent de la pègre de la Nouvelle-Orléans, qui était destinée à Morello. Dans cette lettre, Matesi garantissait un autre mafieux qui, selon ses mots, était dans la maison de Lupo. Ici, maison ne signifiait pas résidence, mais plutôt appartenance au clan criminel. Ceci est confirmé par la biographie de Joseph Bonanno, dans laquelle il s'exprimait de la même manière lorsqu'il décrivait la rencontre entre Maranzano et Masseria, quand Maranzano se décrivait comme appartenant à la maison de Ciro. Deuxièmement, plusieurs informateurs de la police rapportaient que Lupo parlait à Morello d'égal à égal lors des réunions, et pouvait parfois même l'interrompre.
cela suggère leur statut égal. Ainsi, de 1902 à 1910, Lupo a dirigé le clan Palermitani. Et lorsqu'il fut emprisonné, le pouvoir passa temporairement à son frère John Lupo, qui gouverna la famille jusqu'à ce qu'il devienne clair qu'Ignazio ne pourrait pas sortir de prison aussitôt. Par conséquent, Salvatore Toto d'Aquila fut désigné comme le nouveau leader et obtint rapidement le titre de chef des chefs, succédant à Sebastiano di Gitano qui assurait l'intérim. Cependant, d'Aquila n'était plus le seul à diriger les Palermitains. En parallèle, une autre famille fut fondée par des natifs de la région, dirigée par Manfredi Migno. Il est impossible de dire avec certitude si cela représentait une nouvelle famille indépendante ou un groupe qui se serait séparé d'Aquila. Néanmoins, on peut envisager qu'avec le temps, ces deux familles auraient évolué pour prendre les formes que nous connaissons aujourd'hui, les Gambino et les Colombo. Le deuxième clan était celui des Corleonesi, dont nous avons beaucoup parlé dans la première partie de la vidéo. Et le premier chef connu de cette famille était Giuseppe Morello. De 1910 à 1912, tandis que Morello tentait de faire appel de sa condamnation, le véritable pouvoir était temporairement entre les mains de Giovanni Pecoraro, avant de passer officiellement à Fortunato Lomonte. Les Corleonesi agissaient de manière unifiée jusqu'en 1920, année où le clan se scinda en deux factions, dirigées par Joseph Masseria et Gaetano Reina. Dans le futur, ces deux factions deviendraient respectivement les familles genovaises et lucchese. Le troisième clan, qui deviendrait plus tard la famille Bonanno, était principalement composé de natifs de la région de Castellammare del Golfo. Le premier chef connu de ce clan de Castellammare était Paolo Orlando, arrivé en Amérique en 1900. Il resta en poste jusqu'en 1910 environ, avant de se retirer volontairement. Il fut remplacé par Sebastiano De Gaetano, qui occupa également le rôle de chef des chefs durant cette période. De Gaetano quitta ces deux positions en 1912, et la Borgata de Castellammare fut dirigée par Nicola Ciro, qui ne céda sa place à Salvatore Maranzano qu'en 1930. Vous avez probablement déjà compris que les futures 5 familles se sont formées sur la base de liens de parenté ou de fraternité. Et cela n'a rien de surprenant, car la mafia est avant tout une communauté secrète, puis une organisation criminelle. Les dirigeants des jeunes borgatas américaines s'entouraient de personnes qu'ils connaissaient personnellement, ou de celles pour lesquelles d'autres mafieux, qu'ils connaissaient déjà, pouvaient se porter garant. Si l'on considère que les chefs de cette époque étaient tous des immigrants de première génération, leurs recommandations reposaient uniquement sur la parole des camarades qu'ils avaient connus en Sicile. Ainsi, il était naturel qu'un Corleone arrivant aux États-Unis s'associe à d'autres Corleone comme lui. On raconte que, pour éviter que les nouveaux arrivants à Little Italy ne déclarent ouvertement leur désir de rejoindre la mafia, le chef de la Borgata en Sicile leur fournissait une lettre de recommandation. Il aurait également pris soin d'envoyer un message au chef américain pour annoncer leur arrivée. Le chef à New York, par exemple, décidait lui-même s'il acceptait ou non un nouvel arrivant. Également, les mafieux pouvaient être transférés entre différentes villes ou États. En plus de ces échanges de personnel entre l'Amérique et la Sicile, il existait également des contacts d'affaires bien établis. Cependant, ces relations restaient purement personnelles. Il n'y avait jamais eu d'organisation commune entre les deux. La mafia en Amérique formait une société distincte, tout comme celle en Sicile. Il est possible que les Italiens aient demandé l'autorisation à leur terre natale pour organiser les toutes premières borgatas. Mais à l'époque dont nous parlons maintenant, les États-Unis avaient déjà développé leur propre communauté autonome. À ce stade, il est temps de laisser de côté la théorie. J'espère que vous avez désormais une bonne compréhension de ce qu'était la mafia new-yorkaise à cette époque, car nous entrons dans le vif du sujet pour aborder l'une des périodes les plus difficiles de la Cosa Nostra, la première guerre des mafias. Ce conflit, qui opposa le gang de D'Aquila d'un côté et les gangs Migno, Ciro et Morello de l'autre, n'a pas causé beaucoup de victimes et ne peut pas vraiment être qualifié de guerre mafieuse à grande échelle. Il s'agissait plutôt d'un conflit de redistribution du pouvoir, notamment marqué par l'emprisonnement des chefs de la Cosa Nostra, Giuseppe Morello et Ignacio Lupo. D'Aquila, qui prit par la suite le contrôle de la plus grande borgata de New York ainsi que le titre de boss des boss, se retrouva dans une position de force par rapport aux autres familles. Les Migno venaient à peine d'être fondés, les Ciro avaient peu d'influence auparavant, et les Morello étaient affaiblis par l'incarcération de leurs chefs et des luttes internes, dont nous parlerons plus tard. Cette situation offrait une occasion parfaite pour que l'autoritaire d'Aquila agrandisse encore ses territoires d'influence,
ce qui irrita inévitablement les 3 autres familles, qui décidèrent de s'unir pour lui faire face. Il semble que le premier rival de D'Aquila ait été Manfredi Minio, et que la guerre ait commencé comme un conflit entre les 2 clans palermitains. La chronologie de ce conflit est la suivante. En 1913, D'Aquila partit pour la Sicile, et les gangs de Minio et Morello profitèrent de son absence. Ils éliminèrent 2 de ses hommes pendant que le boss des boss était hors de New York. Le 10 novembre, Giuseppe Fontana fut tué, suivi de Giuseppe Fanaro, assassiné le 27 novembre. Il est possible qu'il y ait eu d'autres victimes. Mais étant donné qu'il y avait déjà de nombreux meurtres dans les quartiers italiens à l'époque, souvent sans lien avec des querelles mafieuses, il est difficile d'établir cela avec certitude. Après cet épisode, il y eut une courte pause dans le conflit, due à une trêve non confirmée entre les parties. Le prochain événement qui raviva la guerre fut en mai 1914, avec l'assassinat du leader des Morello, Fortunato Lomonte. Selon une version, D'Aquila aurait participé à sa mort, qu'il aurait vue comme une vengeance froide. Selon une autre version, Lomonte serait tombé victime d'une querelle interne au sein du clan Morello lui-même. Dès les premiers jours de l'emprisonnement de Giuseppe Morello, les tensions au sein des Corleonesi se sont rapidement intensifiées, notamment entre les frères Lomonte et les frères Terranova. Au début de leur ascension, les Lomonte avaient pris la décision de ne pas venger la mort de Calogero Morello, fils de Giuseppe et neveu des Terranova. Les Terranova, quant à eux, ont agi sans obtenir leur consentement, ce qui a entraîné une division au sein de la faction, créant ainsi 2 groupes distincts. Dans ce contexte, Lomonte aurait dû déployer une diplomatie habile pour établir l'unité de la famille, mais cette tentative se solda par un échec. Le prochain point de discorde fut la question des territoires de l'homme politique et gangster Josue Gallucci. Les Terranova voulaient tuer Gallucci et prendre le contrôle de ses possessions, tandis que Lomonte entretenait des relations étroites avec lui et travaillait même comme son garde du corps. Il est probable que Fortunato n'ait pas été tué par D'Aquila, mais par les frères Terranova, qui ont ensuite pris avec joie le contrôle du territoire de Gallucci. Cela fut suivi des meurtres de 2 membres de la famille Morello. Le 7 octobre 1915, Ippolito Greco fut éliminé, après la mort de Fortunato Lomonte en tant que chef. Et le 13 octobre, Thomas Lomonte, le propre frère de Fortunato, fut assassiné. D'une part, ces meurtres pourraient avoir été commis par D'Aquila, qui, après ses décès, consolida finalement sa domination sur New York. D'autre part, ces événements furent également avantageux pour les frères Terranova, qui prirent le contrôle de la famille Morello après l'élimination de Greco et des frères Lomonte. Quoi qu'il en soit, la première guerre des mafias fut entièrement remportée par D'Aquila, et la puissante Borgata Morello perdit beaucoup de son influence. Cela ouvrit la voie à l'émergence d'un nouveau prédateur, prêt à s'emparer de ces territoires. Les frères Terranova, désormais à la tête de la famille, durent affronter une nouvelle guerre, cette fois contre une autre société secrète italienne, la Camorra. La Camorra, également connue sous le nom de Bella Società Riformata, est une autre association criminelle originaire d'Italie. Elle précède la mafia des années 1820 à Naples et fut à l'origine une organisation d'entraide entre prisonniers, avant de transférer ses activités au-delà des murs des prisons. Tout comme la mafia, la Camorra possédait sa propre hiérarchie et ses rituels d'initiation. Et leur méthode pour gagner de l'argent était similaire à celle des mafieux siciliens. Aux États-Unis, la Camorra fit son apparition au tournant des 19e et 20e siècles, s'engageant dans le racket, les jeux d'argent, l'extorsion et le commerce de cocaïne. À New York, la société camorriste était plus faible que la mafia, tant en nombre qu'en revenus, mais elle compensait ce désavantage par un niveau de brutalité équivalent. Structurellement, la Camorra de New York, également appelée la Camorra de Brooklyn, se composait de plusieurs gangs indépendants. Et les frontières de l'un de ces groupes jouxtaient celles de la famille Morello. Pendant longtemps, les 2 organisations cohabitèrent assez paisiblement et collaborèrent même occasionnellement. Par exemple, l'assassinat de l'influent Josué Gallucci fut une opération conjointe, tout comme l'élimination de Joseph Di Marco, dont les activités de jeu furent ensuite partagées entre les 2 organisations. Cependant, les voisins napolitains regardaient toujours les Morello avec envie, car les Siciliens gagnaient beaucoup plus grâce à leur racket. Ainsi, lorsque les frères Terranova subirent des pertes importantes pendant la guerre contre D'Aquila, les gangs de la Camorra décidèrent de s'unir pour affronter ensemble les Morello et s'approprier tous les commerces lucratifs.
les dirigeants des gangs napolitains n'allèrent pas jusqu'à déclarer ouvertement la guerre, mais élaborèrent un plan presque parfait. Ils envisagèrent de tendre un piège à tout le sommet des Morelos, en les attirant à une réunion supposément pacifique, sous prétexte de discuter de possibles collaborations commerciales. Par conséquent, tous les membres clés de la famille mafieuse, représentés par les frères Nicola, Vincenzo et Ciro Terranova, Stefano La Salle, Eugene Ubriaco et Giuseppe Verrazzano, furent invités à cette réunion supposément amicale. Cependant, pour diverses raisons, seuls Nicola Terranova et Eugene Ubriaco se présentèrent. Cela signifiait que la prise de pouvoir espérée par les Napolitains pourrait se transformer en une confrontation longue et sanglante, ce qui finit par se produire. Le 7 septembre 1916, les Napolitains assassinèrent Nicola Terranova et Eugene Ubriaco, marquant ainsi le début d'une guerre ouverte contre la famille Morello. Les hostilités actives commencèrent lorsque la famille mafieuse dirigée par les frères Terranova subit des défaites décisives. La Camorra assassina Giuseppe Verrazzano, prit le contrôle de nombreux établissements de jeu, arracha des territoires clés à Ciro et Vincenzo Terranova et récupéra la plupart de leurs racketteurs. Il semblait que la puissante famille Morello était sur le point de s'effondrer. Cependant, le salut vint d'une source inattendue. Un ancien membre de la Camorra de Brooklyn, Raphaël Daniello, qui s'était caché en dehors de New York pour échapper aux autorités à cause d'un meurtre antérieur, se retourna contre ses anciens patrons. Se sentant abandonné et sans soutien financier, Daniello approcha la police et révéla l'intégralité des opérations de la Camorra à New York. Il donna des détails sur chaque meurtre, chaque activité illégale et tous les membres qu'il connaissait, fournissant ainsi une carte détaillée pour démanteler l'organisation. Le témoignage de Daniello s'avéra inestimable, conduisant à l'emprisonnement de la direction de la Camorra et de nombreux membres. Avant qu'ils ne puissent consolider leur rais sanguin, l'organisation napolitaine fut pratiquement démantelée. Pour la famille Morello, cela marqua un répit temporaire. Cependant, le retour de leur demi-frère Giuseppe Morello, qui allait bientôt sortir de prison, ne marqua pas le début d'une période de stabilité. Au contraire, cela déclencha un nouveau chapitre violent dans l'histoire tumultueuse de la famille. Dans le dernier chapitre, j'ai mentionné que la famille Morello était dirigée par les frères Terranova, mais j'ai omis un petit détail. Je n'ai pas mentionné le nom de Salvatore Loiacano, ainsi que son histoire complexe. Loiacano semble avoir été une marionnette de Toto D'Aquila, ayant pris la tête d'un groupe séparé de la bande des Terranova après la mort de Fortunato Lomonte. Il aurait également pu jouer un rôle dans le meurtre de ce dernier, ce qui entraîna la scission de la famille entre les partisans des Terranova et ceux de Loiacano. Naturellement, lorsque Giuseppe Morello, libéré au printemps 1920, découvrit cette situation, il fut loin d'être satisfait. Alors que les Terranova étaient prêts à lui prêter allégeance, Loiacano, lui, n'en avait aucune intention. Ainsi, en décembre de la même année, Loiacano fut éliminé, et la majorité de ses hommes rejoignirent de nouveau les rangs de Morello. Cependant, l'ancien boss des boss, Giuseppe Morello, surestima manifestement son pouvoir et son influence en ordonnant l'assassinat non autorisé du chef de la famille. Tout d'abord, plusieurs hommes fidèles à Loiacano jurèrent publiquement de venger la mort de leur chef. Ensuite, derrière l'homme assassiné se trouvait le boss des boss actuels, Toto D'Aquila, qui n'était absolument pas disposé à laisser Morello retrouver le pouvoir. Cela provoqua inévitablement une escalade des tensions, menant directement à ce que l'on appelle aujourd'hui la deuxième guerre de la mafia de New York. Pendant près de 6 mois suivant la disparition de Loiacano, D'Aquila resta en retrait, observant le conflit opposant les partisans du défunt à Morello, sans prendre part aux hostilités. Mais au printemps 1921, lorsqu'il devint évident que Morello avait éliminé presque tous les fidèles de Loiacano, D'Aquila décida de passer à l'action. Au cours des mois d'avril et mai de cette année, Toto D'Aquila organisa une assemblée générale durant laquelle il réclama la peine de mort pour Giuseppe Morello, justifiant sa demande par l'assassinat non autorisé de son ami. Et après de vifs échanges et délibérations, sa demande fut approuvée. La liste des condamnés comprenait également Ignazio Lupo et le mafieux Umberto Valenti, surnommé le Fantôme, probablement en raison de leur proximité avec Morello. Giuseppe apprit sa condamnation presque immédiatement après qu'elle ait été prononcée.
De mai à septembre, il réussit à se cacher à New York. Mais en octobre, face à une situation particulièrement périlleuse, il prit la fuite pour la Sicile en compagnie de Lupo et Valenti. Sa situation semblait désespérée, au point qu'il risqua de retourner dans son pays natal, malgré une condamnation pénale en suspens de 6 ans de prison. La seule chance qu'avait Morello de revenir à New York, sans craindre pour sa vie, résidait dans l'aide d'un ami d'Umberto Valenti, Nicola Gentili. Nicola était un mafieux très respecté à l'époque, avec des connexions dans tout le pays. Morello et Valenti lui demandèrent de convaincre les chefs des différentes familles du pays et de convoquer une nouvelle assemblée générale pour reconsidérer leur sentence de mort. De ce fait, Gentili accepta d'aider et passa plusieurs années à voyager à travers l'Amérique pour négocier avec les chefs locaux des différentes familles. Il négocia et aida des chefs mafieux dans tout le pays et finit par réussir sa mission, libérant Morello de l'épée de Damoclès qui pesait sur lui. La seule condition pour lever la sentence était que Giuseppe Morello ne pourrait plus jamais occuper le poste de chef de la famille. Pendant que Gentili travaillait à faire annuler la sentence de mort et que Giuseppe s'efforçait d'éviter les balles, New York restait en effervescence malgré l'absence de condamnation officielle. Cette année-là, au moins 6 personnes perdirent la vie en raison de l'affrontement entre les clans Morello et d'Aquila. Et même la levée de la sentence n'améliora pas la situation. Avant même que Giuseppe ne soit de retour, son demi-frère et chef de famille par intérim, Vincenzo Terranova, avait été tué. De plus, peu de temps après que Morello ait été écarté, une faction dirigée par Gaetano Reina se sépara de la famille et échappa désormais à sa juridiction. Dans cette situation, Giuseppe, qui lui-même n'avait pas le droit de diriger la famille, ne pouvait que confronter d'Aquila en soutenant la nomination de Joe Masseria comme chef de famille. Ce dernier avait habilement exploité les opportunités offertes par la loi sur la prohibition et en l'espace de quelques années, était devenu une force majeure dans la mafia new-yorkaise. D'Aquila remarqua que ses ennemis avaient un nouveau général. Donc, il attira Umberto Valenti de son côté et tourna toutes ses armes contre Masseria. Tout au long de l'été 1922, les deux camps tentèrent de s'attaquer. Masseria échappa à une mort certaine à 2 reprises pendant cette période. Les assassins tirèrent pratiquement à bout portant, mais Joe le boss survécut à chaque fois. Mais ce ne fut pas le cas du principal homme de main de d'Aquila, Valenti, qui fut tué le 11 août 1922. Après un peu plus d'une année d'affrontement entre les adversaires, aucun d'eux ne prit un avantage décisif. Ainsi, le 26 août 1923, une grande conférence de paix de la mafia fut convoquée, et il fut décidé de mettre fin au conflit et de déposer les armes, ce qui en réalité signifiait seulement une transition vers un état de guerre froide. En conséquence, Masseria et Morello, prévoyant une éventuelle reprise du conflit, s'attelèrent à renforcer leur famille en accueillant de nouveaux membres. C'est à cette occasion que Joe le Boss prit l'initiative d'intégrer des Italiens originaires de la péninsule dans l'organisation. Frankie Yell et Frank Costello, les Calabrais, ainsi que Vito Genovesi et Willy Moretti, qui étaient alors des Napolitains, se retrouvèrent dans la mafia grâce à Masseria. En fait, le renouvellement du conflit en 1928 était en partie dû à cette innovation de Masseria. Cette année-là, il avait accueilli Al Capone dans la famille, un Napolitain de Chicago, et l'avait soutenu contre d'autres mafieux locaux. Mais cela ne plut pas à d'Aquila. Le 10 octobre 1928, Salvatore d'Aquila, âgé de 57 ans, quitta sa maison dans le Bronx avec sa femme et ses 4 enfants pour un rendez-vous chez le médecin à Manhattan. Tandis que sa famille entrait dans le cabinet médical, d'Aquila resta à l'extérieur, occupé à examiner un moteur défaillant. C'est alors qu'il fut approché par 3 hommes. Au moins une source suggère que l'un d'eux était son sous-chef, Manfredi Migno. Soudain, une dispute éclata rapidement, et les hommes tirèrent sur le chef mafieux à bout portant. D'Aquila subit de multiples blessures graves, touchant particulièrement sa moelle épinière dorsale, son cœur et sa gorge. Le médecin, qui avait assisté à la scène depuis son bureau, sortit précipitamment tandis que les assassins prenaient la fuite et qu'une foule se rassemblait. D'Aquila fut transporté à l'intérieur du cabinet médical, mais il succomba à ses blessures avant que les secours n'arrivent. Par la suite, la borgata de d'Aquila passa sous l'influence d'une autre famille palermitaine menée par Manfredi Migno, qui s'allia également à Giuseppe Morello. Et avec le soutien de ce dernier, Joe Masseria fut désigné comme le nouveau boss des boss. Mais, comme l'histoire l'a montré, cet ordre établi ne dura même pas aussi longtemps que les précédents.
Le test final de la mafia new-yorkaise de cette époque était tout prêt. Avant de discuter de la guerre de Castellamarese, de ses causes, de son déroulement et de son influence sur la mafia en général, je voudrais vous offrir un petit exposé sur la façon dont la prohibition a affecté la Cosa Nostra. Car durant la deuxième guerre de la mafia, ce contexte pourrait être omis. Mais au moment du conflit de Castellamarese, le trafic d'alcool était le principal moyen de subsistance des 5 familles. La loi Volstead est généralement considérée comme la principale frontière pour la Cosa Nostra. Après son adoption, la mafia a été contrainte de lever son rideau de fer et de commencer à coopérer avec des gangsters d'autres nations. Cependant, ce n'est pas tout à fait exact. Tout d'abord, même avant la prohibition, les mafiosi coopéraient déjà avec des gangsters d'origine non sicilienne. Par exemple, au début de sa carrière, Giuseppe Morello faisait appel à des Irlandais pour la circulation de faux billets. Tandis que Joe Masseria travaillait en partenariat avec des criminels juifs, comme l'a révélé l'informateur Salvatore Clemente. Deuxièmement, certains parrains, même pendant la prohibition, agissaient exclusivement en partenariat avec leurs compatriotes et gardaient cette préférence même après l'abolition de la loi. Cela était dû au fait que la mafia en Amérique n'a jamais été une structure monolithique. Par exemple, à New York, il y avait 5 familles, chacune étant une organisation séparée avec sa propre administration, ainsi que des organes généraux qui se trouvaient au-dessus d'elle. Si nous faisons une analogie avec une institution légitime du gouvernement, elle n'était pas exécutive, mais plutôt un mélange d'organes judiciaires et législatifs. Par conséquent, l'Assemblée générale, suivie ensuite par la Commission, disposait de l'autorité pour résoudre les conflits, mais sans avoir la capacité d'imposer des directives. Donc, lorsque nous disons que la mafia, pendant la prohibition ou à tout autre moment, a subi un changement significatif dans sa structure, nous devons d'abord examiner si toutes les familles ont été affectées. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons tirer des conclusions sur la tendance générale. Et en ce qui concerne la coopération avec d'autres nations, nous ne pouvons pas affirmer que l'interdiction de l'alcool a forcé tous les mafiosi à travailler avec des non-italiens. Une grande partie de cette décision dépendait du boss de chaque famille individuelle. Un autre point important à considérer est la cohésion des réseaux de contrebandiers d'alcool, et la question de savoir s'il existait réellement un accord national entre les grands gangsters de l'époque. Les partisans de cette idée font souvent référence à la réunion de gangsters d'Atlantic City en 1929, la présentant comme une preuve de l'existence d'une organisation unifiée des principaux contrebandiers d'alcool des États-Unis. Cependant, les chercheurs modernes, en examinant la presse et les archives de cette époque, ont réfuté cette affirmation. Ils ont découvert que le véritable objectif de la réunion était de résoudre des différends internes entre les chefs des gangs de Chicago et non de créer un syndicat national. De plus, il n'existe aucune preuve d'un conglomérat national de contrebandiers d'alcool. Les alliances entre gangsters existaient bel et bien, mais elles s'étaient localisées et centrées sur des intérêts spécifiques plutôt que de s'étendre à l'ensemble des États-Unis. Le commerce illégal de l'alcool comprenait 2 activités principales, la production au sein des États et le trafic en provenance de l'étranger. Et chacune avait ses propres alliances, souvent sans rapport entre elles. Pendant les 30 premières années, la structure de la mafia est restée inchangée. Les familles étaient des unités indépendantes, avec leur propre hiérarchie et leur système de résolution des conflits. Cependant, cette organisation indépendante a été mise à l'épreuve au fil du temps, notamment lorsque les leaders des familles les plus puissantes ont cherché à accroître leur influence. Bien que la commission ait été fondée pour assurer que le développement de chaque famille se fasse sans ingérence extérieure, elle est devenue nécessaire surtout lorsque les boss des boss ont commencé à exercer des pressions pour réduire l'indépendance des familles. Ce processus ne découlait pas du pouvoir absolu conféré par la position de chef des chefs, mais plutôt des ambitions des dirigeants des familles dominantes. Le chef des chefs, bien qu'agissant davantage comme un juge pour arbitrer les différends, ne contrôlait pas directement les familles. La nature de ce rôle, combinée aux ambitions des hommes qui l'exerçaient, a déclenché la guerre de Castellamarese, soulignant la nécessité de formaliser la commission pour maintenir l'équilibre entre les familles. Par exemple, Masseria avait commencé à agir de cette manière bien avant d'obtenir son titre, et naturellement, il n'a pas cessé par la suite. Joe the Boss dirigeait la famille la plus puissante de New York après l'assassinat de D'Aquila,
ce qui lui permettait d'imposer ses règles du jeu. Il tenta également d'étendre son influence à d'autres villes en soutenant des factions alliées. Naturellement, cette situation ne convenait pas à tout le monde, et finalement, un groupe de mafiosi dirigé par Salvatore Maranzano s'est rebellé contre Masseria. Ce conflit est devenu connu sous le nom de la guerre de Castellamarese. Les origines de ce conflit remontent à l'époque où Masseria apporta son soutien à Al Capone contre Joe Aiello à Chicago. Beaucoup n'apprécièrent pas que Joe the Boss prenne le parti d'un Napolitain. Mais la confrontation ouverte ne débuta pas immédiatement. Plus tard, le 26 février 1930 à New York, le parrain Gaetano Reina, qui contrôlait une grande partie du commerce lucratif de glace, fut assassiné. Bien que cette mort ait pu être liée à une concurrence dans son domaine d'activité, la communauté mafieuse y vit un geste de Masseria visant à s'approprier l'entreprise de Reina, d'autant plus que son remplaçant, Joseph Pinzolo, était plus enclin à coopérer. Avec ce mouvement, Joe the Boss se fit son premier ennemi en la personne de Tommaso Galliano, qui plus tard évincerait Joseph Pinzolo pour prendre le contrôle. Après cela, Masseria ne rencontra pas d'opposition immédiate et considéra l'élimination de Reina comme un coup réussi. Il tenta ensuite d'étendre son influence à Détroit, où il apporta son soutien à Chester Lamar. En mai 1930, Lamar assassina Gaspar Milazzo, un événement qui déclencha l'opposition d'une autre faction contre Masseria. Avant de s'établir à Détroit, Milazzo avait résidé à New York, où il appartenait à une communauté formée de ses compatriotes natifs de Castellammare del Golfo. Par conséquent, la mort de Gaspar Milazzo provoqua l'indignation parmi les Castellamaresi de New York et poussa le chef de la famille Niccolo Schiro à démissionner volontairement, ne souhaitant pas entrer en conflit avec Masseria. Par la suite, Salvatore Maranzano vit cette démission comme une opportunité de prendre le contrôle de la famille. Maranzano, une figure influente de la mafia en Sicile, a dû repartir de zéro après avoir émigré aux États-Unis en 1920. Il est probable qu'il cherchait ici aussi à atteindre des sommets significatifs. Pour lui, la guerre contre Masseria n'était pas seulement un moyen de venger ses compatriotes, mais également une opportunité de gravir les échelons et de devenir une figure dominante de la mafia américaine. Après avoir pris la tête de la famille, Maranzano se prépara pendant environ 1 mois pour porter son premier coup. Durant cette période, il prit le temps d'acheter des armes et de recruter de nouveaux membres dans la famille. La première cible de Maranzano fut Giuseppe Morello, considéré comme le cerveau et le stratège de Masseria. Il pensait que les actions de Joe the Boss étaient guidées par un cardinal gris en la personne de Morello, et qu'en le tuant, la victoire ne serait qu'une question de temps. Comme il s'avéra plus tard, il avait en partie raison. Le 15 août 1930, Giuseppe Morello se rendit comme d'habitude dans son bureau de l'East Harlem, accompagné de 2 autres hommes, Joseph Pariano et Gaspari Polao. Aucun des 3 n'était armé, et aucun d'eux n'avait de garde du corps pour les accompagner dans le bureau situé au 2e étage. C'est alors que 2 assaillants, dont l'un identifié comme le redoutable tireur d'élite Sebastiano Domingo, forcèrent l'entrée et ouvrirent le feu, déchargeant une 12aine de balles. Joseph Pariano, déjà atteint par plusieurs tirs, tenta de s'échapper en sautant par la fenêtre, mais succomba à ses blessures en essayant de rejoindre une porte arrière. Quant à Polaro, gravement blessé, il survécut suffisamment longtemps à l'hôpital pour fournir à la police une description détaillée de la fusillade. Pour ce qui est de Morello, il fut grièvement blessé et réussit à se rendre dans un autre bureau avant de s'étouffer avec son propre sang et de tomber mort. L'homme qui avait semé le chaos dans la ville, à la tête de la plus grande famille criminelle, éliminant sans pitié ses rivaux, a fini réduit à une simple ombre de ce qu'il avait été. En réponse, Masseria réagit en octobre en faisant tuer Joe Aiello à Chicago par l'intermédiaire d'Al Capone, un geste qui se révélera être une grave erreur stratégique. En effet, en seulement 1 mois, il perdrait son allié le plus puissant à New York. En novembre 1930, Manfredi Mignot et Stefano Ferrigno furent assassinés, et les nouveaux dirigeants de leur famille se rallièrent à Maranzano. Cela signifiait que 3 des 4 familles mafieuses de New York s'opposaient désormais à Joe the Boss. La 4e, dirigée par Joe Profaci, restait neutre, tandis que Masseria avait déjà perdu un homme clé en la personne de Morello. Un sentiment clair commençait à émerger au sein de la mafia américaine. Joe the Boss ne semblait plus être en position de force, ni capable de remporter cette guerre.
À la fin de 1930 et au début de 1931, une réunion a été convoquée à Boston, où le titre de boss des boss a été retiré à Masseria, le confiant temporairement à un chef local, Gaspar Messina. C'est également à cette époque qu'une commission a été formée pour la première fois, composée de Gaspar Messina, Niccolo Gentile, Vincent Troia, Joseph Siragusa et Salvatore Loverde. Leur mission était de résoudre le conflit et de mettre fin à la guerre. Masseria avait déjà anticipé sa défaite et était plus qu'heureux de déposer les armes. Il proposa également à la commission de se rétrograder lui-même au rang de soldat si cela pouvait aider à résoudre le problème avec Maranzano. De plus, sous le prétexte de craindre des arrestations, il força ses hommes à se désarmer, ce qui provoqua une tempête d'indignation parmi eux. En outre, Masseria se retira considérablement de ses hommes, passant la plupart de son temps avec les gardes dans sa maison. En agissant ainsi, il ne laissa pratiquement aucun choix à ses subordonnés. Aucun d'entre eux ne voulait être tué simplement parce que leur chef leur avait ordonné de ne pas se défendre. Parallèlement, Maranzano déclara qu'il voulait la tête de Joe the Boss, et qu'après cela, il ne toucherait pas aux autres. Il n'est pas surprenant que, dans cette situation, les hommes de Masseria, dirigés par Charles Lucky Luciano, aient conclu une alliance avec Maranzano dans son dos et aient tué Joe the Boss le 15 avril en échange de la fin de la guerre. Maranzano s'imposa comme le nouveau leader, mais ses ambitions de dominer la mafia avec le titre de boss des boss provoquèrent des frictions. La première raison pour éliminer Maranzano était qu'après sa victoire, il vivait encore comme s'il était en guerre. Il se méfiait de ses anciens rivaux et complotait contre des figures importantes telles que Luciano, Frank Costello et Al Capone. Deuxièmement, l'ingérence de Maranzano dans l'activité lucrative de Luciano dans le commerce de vêtements avec Louis Lepke accentua les tensions. Luciano et Lepke soutenaient un chef syndical, tandis que Maranzano en soutenait un autre, ce qui créa un conflit d'intérêts et menaça de faire perdre à Luciano son activité lucrative. Au final, ces deux causes, survenues à peu près au même moment, se chevauchèrent et poussèrent Luciano à organiser un nouveau complot. En septembre 1931, le dernier boss des boss, Salvatore Maranzano, fut assassiné dans son propre bureau. Par la suite, Luciano prouva aux autres mafieux l'existence d'une liste d'exécution, et sur cette base, son acte fut approuvé. L'abolition du titre de boss des boss et la création de la commission qui a suivi l'élimination de Maranzano, comme vous l'avez probablement déjà compris, n'était pas une initiative propre à Luciano. Premièrement, il existait déjà des formes antérieures de prise de décision collégiale sous les noms de conseil et d'assemblée générale, comme nous l'avons évoqué précédemment. Deuxièmement, quelque chose de similaire avait déjà été mis en place pendant la guerre de Castellamarese, comme je l'ai également mentionné auparavant. Autrement dit, la commission n'était pas une innovation révolutionnaire que Luciano aurait introduite comme par miracle, mais plutôt une réforme d'un système déjà existant, modernisé pour s'adapter aux circonstances. L'Assemblée générale était difficile à convoquer. Le Conseil disposait de pouvoirs limités, et le titre de boss des boss était, comme l'histoire l'a montré, hautement subjectif. C'est pourquoi une commission composée des chefs des familles les plus puissantes du pays a été mise en place, car elle était facile à convoquer et mieux adaptée aux besoins de l'époque. La commission pouvait trancher sur n'importe quelle question, et était composée de plusieurs personnes, ce qui réduisait la subjectivité des décisions. Bien sûr, elle n'était pas un organe de gouvernance. Il s'agissait d'un organe destiné à régler les questions générales, tandis que les affaires individuelles des familles restaient strictement confidentielles et traitées à huis clos. Une autre question pertinente est la vision de la guerre de Castellamarese comme un conflit entre l'ancienne et la nouvelle école. Premièrement, l'un des arguments en faveur de cette interprétation est la création de la commission, considérée comme une innovation révolutionnaire de la nouvelle école. Deuxièmement, aucun des participants aux événements qui les ont décrits par la suite dans leur biographie n'a présenté le conflit sous cet angle. Troisièmement, il n'est pas évident de déterminer qui pourrait être considéré comme un traditionnaliste ou un gangster américanisé. Si l'on prend Luciano comme exemple de gangster américanisé, comment identifier un traditionnaliste? Par l'âge, Luciano avait à peine 30 ans au début de la guerre, tandis que Joe Bonanno, souvent classé parmi les traditionnalistes, n'en avait même pas 30. Ou bien pourrait-on les définir par leur vue progressiste? Dans ce cas, Masseria, qui fut le premier à accepter des non-siciliens dans l'organisation, ne serait plus le traditionnaliste éliminé par l'américanisé Luciano. Cela montre que ces concepts sont trop flous,
et relève davantage de récits simplifiés que de la réalité. Chez chaque membre de la mafia, coexistait à la fois une adhésion traditionnelle aux règles de l'organisation et une approche américaine. En fin de compte, cette division entre ancienne école et nouvelle école n'est qu'une tentative de cadrer les événements pour en faire une histoire plus attrayante. L'histoire des origines de la mafia ne raconte pas l'ascension d'un homme qui transforme tout, ni un conflit entre tradition et modernité. Il s'agit d'une évolution progressive et de la recherche d'une régulation optimale des affaires, forgée à travers des erreurs et des dizaines de litres de sang versés. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, ou si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.